Allô, allô? Oui. Bonjour à tous et merci aux organisateurs d'avoir invité l'association s'il vous plaît, du silence. à ce forum. Ce forum qui a l'air très riche, enfin qui est très riche depuis hier et qui pose des questions qu'on se pose au sein d'IDESIS, notamment la question de l'intégration de la technologie dans les scénarios d'usage et comment la technologie, le numérique reconfigure l'éducation formelle et non formelle. Donc moi je m'appelle Sarah Char, je travaille pour l'association IDESIS. Donc IDESIS, c'est une association française qui est basée à Lille et qui agit en direction des professionnels de l'insertion, de la jeunesse et de l'éducation. Elle propose de l'information, de l'accompagnement et surtout des formations sur les programmes européens jeunesse et éducation. Donc on fait des formations dans toute la France et en Angleterre aussi. Et depuis quelques années, on s'est concentré sur un de nos volets d'action qui est la création d'outils pédagogiques. Donc on a créé 2 outils pédagogiques qui sont basés sur des serious games. Et donc ce sont ces outils-là que je vais présenter, et notamment le deuxième qui est SkillPass, qui est là en kakémono, et qui est en cours d'élaboration. Je vais quand même dire 2 mots sur Backstage Game, qui est un outil pédagogique basé sur un serious game qu'on a créé il y a 2 ans et qui a été lancé l'année dernière donc à Lille. Alors, Backstage Game, c'est concrètement une formation à la méthodologie de projet. Donc, c'est un outil pour aborder avec les jeunes leur parcours scolaire, leur parcours extrascolaire aussi et professionnel, afin de les remobiliser. Donc, en fait, nous, notre public cible, en général, c'est les jeunes ayant moins d'opportunités, ce qu'on appelle les JAMO, les jeunes en décrochage scolaire. C'est notre public cible. C'est d'abord les professionnels et les professionnels qui travaillent avec ces jeunes-là. Donc actuellement, en fait, on est en phase de diffusion de l'outil dans toute la France. Le Serious Game, enfin le dispositif, je parle de dispositif et non pas de Serious Game. Le dispositif a été acheté par la région Nord-Pas-de-Calais, là où on est basé. Donc il est en train d'être diffusé dans toutes les structures d'éducation populaire qui sont dans la région. Mais nous, on essaye de le diffuser en dehors de la région, bien sûr. Et on le diffuse notamment à travers nos formations prises en main. Alors pourquoi je parle de dispositifs socio-techniques et non pas de serious game seulement? C'est un ensemble en fait d'éléments pédagogiques dont le serious game fait partie. Mais autour du serious game, nous on a créé des scénarios d'usage, on a créé toute une trame pédagogique et on considère qu'on doit former le professionnel à cela. Donc on est toujours dans une discussion avec le professionnel. D'ailleurs, Backstage Game, c'est issu d'une expérimentation sociale. On l'a créé avec des missions locales en France. Les missions locales, c'est des structures jeunesse qui accompagnent les jeunes sur tout ce qui est question d'emploi, de formation, les questions de santé aussi. Et donc on l'a créé avec eux. Donc on est toujours dans des allers-retours, dans des discussions, des échanges avec les professionnels. On le crée pour eux et avec eux. Pour information, Backstage Game a reçu le prix des innovations technologiques au salon Educatis cette année. Alors, dans la continuité de Backstage Game, on a créé SkillPass. Donc SkillPass, c'est le même genre de dispositif, mais avec une perspective emploi. Alors, c'est un projet non pas seulement d'IDESIS, c'est un projet d'un consortium d'Européens, de structures jeunesse. On est 9 structures jeunesse européennes, donc il y a des Belges, il y a des Anglais, des Suisses, des Italiens, des Espagnols et des Grecs. Et donc tous issus de la jeunesse, de l'insertion et de l'éducation. Et on a créé ensemble cet outil-là. Alors, on part du même constat, c'est que le marché de l'emploi aujourd'hui demande de plus en plus de compétences transversales qu'on acquiert en dehors de l'éducation en fait. C'est par exemple les savoir-faire, les savoir-être. Et donc nous, on a voulu créer un outil qui valorise ce genre de compétences-là. Et
par rapport à notre public cible, c'était d'autant plus pertinent qu'ils sont en général en décrochage scolaire. Et du coup, c'est une manière de les raccrocher, de les valoriser dans ce qu'ils font en dehors de l'école. Et ils en font des choses. Donc le marché de l'emploi aujourd'hui, il est caractérisé, ça on remarque ça dans toutes les sociétés, par une incertitude de l'emploi et par une nécessité aussi de travailler en collaboration. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui on doit avoir des compétences transversales, des compétences de communication, d'encadrement qu'il faut mettre en valeur et qu'on met en valeur par rapport à l'employeur d'aujourd'hui qui demande ces compétences-là. Donc comme je vous disais, on a voulu créer un outil qui permette aux jeunes d'identifier ces compétences et de les valoriser dans le cadre, par exemple, d'un entretien professionnel. Donc, IDESIS a fait une recherche pendant un certain temps pour repérer une méthode qui permet d'identifier ces compétences-là. Et on en a repéré une qu'on a trouvée très pertinente et qu'on a voulu justement transférer dans un jeu sérieux, dans un outil qui permette en quelque sorte de vulgariser la méthode. Alors, ce projet, donc cette méthode-là, c'est une méthode créée par l'Office de la formation professionnelle du canton de Genève, donc qui est une institution publique et qui fait de la même façon, qui accompagne les jeunes dans tout ce qui est question d'emploi, de formation, mais qui par ailleurs fait de la recherche-action et qui a créé un référentiel de compétences clés. Alors, pour recontextualiser un peu, ce projet est financé par l'Union européenne dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Leonardo Transfert d'innovation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré cette innovation pédagogique, cette méthode-là, dans un outil qu'on trouvait innovant, le Serious Game. Donc, avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais revenir sur cette méthode-là qui constitue le fond du dispositif qu'on a créé. Donc, le référentiel de compétences clés de l'OFPC. Donc, comme je vous disais, cette méthode-là, elle est issue d'une recherche-action qui permet de valoriser les compétences acquises en dehors de l'éducation formelle. Donc, comment s'y est pris l'OFPC? Elle a créé les situations clés du travail d'aujourd'hui, elle les a simulées et elle a observé les comportements des individus dans ces situations-là. Donc, elle a mis les gens en situation et puis il y avait des observateurs qui ont observé les comportements des gens et qui en ont déduit un référentiel de compétences clés. Alors ces compétences-là, donc il y en a 6, c'est 6 grands domaines de compétences. Il y a traiter l'information, organiser, résoudre des problèmes, travailler en équipe, encadrer et communiquer. Ça, c'est un petit peu la surface du référentiel, parce que derrière chacune de ces compétences, il y a des capacités, et derrière ces capacités, il y a des indicateurs. Donc je vais expliquer un peu plus en détail, parce que c'est un référentiel qui est complexe. Hein. L'idée, vraiment, c'était de le vulgariser, si je puis dire. L'OFPC, elle considère que chaque compétence que vous voyez doit être liée à un contexte précis. L'individu, pour qu'on puisse observer et valider une compétence chez un individu, on doit le mettre en situation, dans une situation clé de l'emploi ou dans une situation clé qu'on aurait simulée. Et dans ce contexte-là, on peut observer la compétence de la personne et on peut la valider objectivement. Donc, ça, c'est, je ne sais pas si vous voyez tout, ça, c'est la map de tout le référentiel. Donc, en fait, comme je disais, chaque compétence est reliée à des capacités qui elles-mêmes sont reliées à des indicateurs. J'ai zoomé un petit peu pour expliquer un peu mieux. Par exemple, si on prend la compétence traiter l'information, celle-ci est liée à plusieurs capacités, faire une synthèse, faire des associations, comprendre, mémoriser l'information. Donc pour prendre l'exemple de faire une synthèse,
cette capacité-là est liée à 2 indicateurs: dégager l'essentiel de l'information à partir de plusieurs éléments, présenter l'essentiel de l'information en gardant la structure et le sens. Pour valider cette capacité-là, on va mettre la personne en situation et on va observer si la personne adopte bien ces 2 comportements-là, dégager l'essentiel de l'information et présenter l'essentiel de l'information. Si elle adopte ces comportements-là, qui sont des indicateurs, on valide la capacité de faire une synthèse. Donc nous, ce qui nous intéressait dans cette méthode-là, c'est qu'on l'a trouvée vraiment objective, on l'a trouvée scientifique par rapport à d'autres méthodes et par rapport à d'autres notions de compétences. Par exemple, il y a une notion qui est en vogue en ce moment, c'est la notion de soft skills, qui se réfère beaucoup à des traits de personnalité finalement. Par exemple, la capacité, la sociabilité d'une personne, ou alors la sociabilité, j'ai pas d'autres exemples, mais ce sont des traits qui sont d'ordre psychologique et qui finalement sont difficilement objectivables, à la fois par le jeune, par l'individu, mais aussi par le professionnel. Dans cette méthode-là, on peut vraiment objectiver les compétences d'une personne. On peut valoriser des parcours qui sont atypiques. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Une personne, un jeune qui est une jeune fille qui est issue d'une famille nombreuse, et ben cette personne-là, elle va développer des compétences clés. Pourquoi ? Elle s'occupe de tous ses frères et sœurs, elle les aide dans ses devoirs, dans les devoirs de ses frères et sœurs, et comme ça, elle acquiert des compétences. Nous, l'idée, c'est de valoriser ce genre de parcours. Par exemple, un autre exemple, un jeune homme qui est en total décrochage scolaire, mais qui par ailleurs est capitaine d'une équipe de foot, et ben lui, il a des compétences et ça, on essaye de le mettre en valeur. Il encadre une équipe, il est leader d'une équipe de foot. Ça, il faut le mettre en valeur. Et cette méthode-là, elle permet de le faire. Donc notre projet a consisté donc à transférer cette méthode-là dans un outil Serious Game. D'autre part, donc nous, on en est à la 2e année du projet. On a passé énormément de temps, du coup, à créer des situations clés qui se rapportent, nous, à notre public cible, les jeunes. Donc, on a passé un temps important à créer des situations clés qu'on voulait voir dans le Serious Game. Et on a passé aussi beaucoup de temps à fusionner ce référentiel-là avec le référentiel européen des compétences clés, qui est là un référentiel officiel et par lequel on doit passer pour, par exemple, remplir les Youth Pass ou les Europass, vous connaissez peut-être. C'est le Youth Pass, par exemple, c'est un certificat qui décrit et valide les compétences acquises lors d'une mobilité au sein de l'Europe. Et donc, par exemple, un jeune, quand il fait ce genre de mobilité, quand il revient, il doit remplir ce Youth Pass. En passant par le Serious Game, il comprend la démarche. Le Youth Pass, le problème, c'est qu'il a un peu trop décontextualisé. Nous, on voulait le recontextualiser avec ce Serious Game. C'est un exemple d'usage. Hein. Avec ce Serious Game, ça permet aux jeunes de prendre conscience des compétences qu'il a acquises durant cette mobilité. Donc là, comme vous voyez, c'est un tableau où on a fusionné les compétences européennes avec les capacités suisses. Et donc ça aussi, ça nous a pris énormément de temps. Alors, donc ça, je ne vais pas répéter. Le travail, ce projet-là, on en est à la 2e année. Le projet va être inauguré donc, en octobre prochain. Et donc, comme je vous le disais, il a mobilisé 9 structures européennes dans la conception pédagogique. Nous, c'est ce qu'on fait au sein d'IDE6 et au sein du consortium. On est dans la conception pédagogique de l'outil. Mais au niveau technique, par contre, on a donné à faire ce Serious Game à un studio de développement qui s'appelle CCCP et qui est basé à Valenciennes. C'est le 5e studio de développement en France, le plus connu. Et
Donc pourquoi CCCP? C'est avec eux tout simplement qu'on a travaillé sur notre premier projet Backstage Game, et donc on avait une relation de confiance avec eux, et donc à partir de là on s'est dit bon on va continuer le projet avec ces personnes-là. Donc là je vais vous présenter quelques visuels de Ludo Ergo Sum, parce que Ludo Ergo Sum c'est le nom du projet, mais depuis 2 semaines on a un nom qui s'appelle c'est ce qu'il passe. Donc si vous faites des recherches sur internet, c'est encore Ludo Ergo Sum, mais bientôt ce sera ce qu'il passe. Ludo Ergo Sum, ça veut dire je joue donc je suis. Alors ça c'est le monde de ce qu'il passe. Comme vous pouvez le voir, c'est un monde un peu orienté science-fiction futuriste, ce qui permet justement de ne pas rattacher cette ambiance-là à une culture en particulier. Vu que nous, on faisait un projet avec 9 structures européennes, avec plusieurs partenaires européens, on s'attachait beaucoup à ça, à cet aspect-là, de faire quelque chose qui n'est pas rattaché à une culture en particulier, et qui permettent à chaque jeune, n'importe où dans le monde, de s'identifier au personnage principal qui s'appelle Kamea, et que voici. Donc en fait, le joueur apprenant, concrètement dans le jeu, à quoi on joue, le joueur apprenant incarne le personnage Kamea, qu'il va suivre dans son quotidien, et à qui il arrive différentes aventures lors desquelles il est mis en situation d'apprentissage et d'acquisition de capacités, qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reliés à des compétences clés. Donc, en fait, quand le personnage principal, par exemple ici, dans cet exemple-là, la quête, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, c'est d'organiser la répétition de musique avec ses amis, et donc d'assigner chaque instrument de musique à un de ses amis. Lorsqu'il réussit ça, il reçoit une sorte de feedback qui lui dit qu'il a bien acquis la compétence, enfin, la capacité qui se réfère à cette situation clé. Et cette capacité-là, elle va se mettre dans la roue des compétences que vous voyez là. Et donc, en fait, comme vous voyez, on retrouve le référentiel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, les capacités dans le jeu, ce sont des pouvoirs spécifiques que le personnage acquiert, que le joueur apprenant acquiert, et qui va se mettre dans les compétences clés. Et donc, le joueur apprenant augmente ses compétences, ce qui lui permet d'évoluer dans le jeu. Ici, c'est le dossier de Kamea. Ça permet à l'encadrant de revenir sur les quêtes que le joueur apprenant a fait, et de détailler donc, chaque capacité se référant à des indicateurs. Alors, le scénario, la trame pédagogique qu'on a en tête, c'est que une session de jeu soit encadrée par un professionnel, comme je dis, un professionnel de l'éducation, ça peut être un professeur de lycée. Ce qu'il passe s'adresse à des jeunes en lycée, fin collège éventuellement, mais du lycée jusqu'à 25 voire 30 ans. Donc l'encadrant, ça peut être un professeur de lycée, d'université, un conseiller d'orientation, ou encore un éducateur d'éducation populaire. Et donc l'objectif, c'est qu'une session de jeu soit encadrée par un professionnel, et que celui-ci initie un échange avec le jeune sur son expérience de jeu, et qu'il fasse le parallèle avec sa propre vie. Donc on est vraiment dans une démarche d'introspection. L'encadrant est là donc le jeu est là avec l'encadrant pour entamer cette démarche d'introspection chez le jeune. Donc, comme je vous le disais, nous, on ne propose pas un produit Serious Game, on propose un dispositif avec toute une trame pédagogique. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de dispositif sociotechnique. On le fait avec les professionnels. Alors, l'intérêt de passer par le Serious Game, c'est vrai que ça, j'ai... Oui ? 2 minutes ? Il me reste quelques slides. L'intérêt de passer par le Serious Game, c'est vrai que je n'ai pas justifié ce choix, mais l'idée c'était de faire interréagir les joueurs
parce qu'on a remarqué, surtout avec notre expérience avec Backstage Game, que le support Serious Game favorise l'échange entre les jeunes. Nous, on a fait, par exemple, une session avec des jeunes de la PJJ, donc c'est de la protection judiciaire de la jeunesse, et on était étonnés, et encore maintenant, c'est pour ça qu'on croit vraiment en ce support-là, c'est que ces jeunes-là, ça a vraiment permis de les remobiliser dans une perspective de retour à l'emploi, de retour à la normale aussi. Les jeunes de la PJJ, c'est des jeunes qui sont en prison, on peut dire ça comme ça. Et donc là, on a vraiment découvert la force de ce jeu-là de faire participer les jeunes et de les remobiliser. D'autre part, ça met en lien la connaissance avec le faire. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le référentiel est quelque chose de très complexe et le jeu permet de simplifier cela. Et enfin, ça permet aussi de relativiser le rapport à l'échec. Ici, il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. Tout le monde est au même niveau, en fait. Alors là, c'est la trame pédagogique. Je vais faire vite pour conclure, mais actuellement, donc, comme je vous disais, on est à la 2e année du projet et notre studio de CCCP nous a fourni presque l'intégralité du jeu, donc on est en phase d'expérimentation. On a commencé en avril et ça jusqu'à août et on expérimente avec les professionnels, comme je vous disais. On expérimente à la fois le jeu, l'accueil du jeu chez le jeune, mais aussi toute la trame pédagogique qu'on a conçue autour du jeu, et donc les scénarios d'usage qu'on a créés en fonction de nos publics cibles. Et donc, par ailleurs, notre projet est suivi par un laboratoire de recherche que vous connaissez peut-être, Trigone Cyrel, qui est à Lille 1, l'université Lille 1, et qui travaille sur la médiation vidéoludique. Donc, cette recherche-là, elle permet aussi d'alimenter nos scénarios d'usage concrets autour du Serious Game. Donc ça, c'est la trame pédagogique. En fait, nous, on a passé beaucoup de temps et on continue à passer du temps à rechercher tout ce qui se fait en termes d'accompagnement à l'identification et à la reconnaissance des compétences. Donc, par exemple, comme les bilans de compétences, l'orientation scolaire. Et on essaye de sélectionner ce qui s'adapterait le mieux à notre outil. Donc là, on a créé une trame pédagogique. Concrètement, à mon avis, ça va se passer comme ça. En tout cas, on l'expérimente comme ça. Les 3 premiers chapitres permettent de toucher d'introduire la notion de compétence et de débuter la démarche d'introspection chez le jeune. Donc ça, c'est les phases 1 et 2. La 3e phase, avec les 3 autres chapitres, permettent de faire un travail d'explicitation. Donc prendre de la distance sur ce qu'on a fait et le nommer. Ça, c'est un travail important et qui est difficile. Le jeu permet ça grâce à l'encadrant. Et de décrire aussi ce qu'on a fait. Et enfin, la 4e étape, c'est de catégoriser les compétences qu'on a acquises pour permettre de les mettre dans un CV ou dans un portfolio ou encore dans un Europass, pour permettre de l'expliciter, par exemple, dans un entretien d'embauche. Je vais finir par ça. Donc nous, on a 4 scénarios d'usage et comme vous pouvez le voir, la finalité du scénario d'usage, elle se fait en fonction de... Enfin, le scénario d'usage se fait en fonction de la finalité, ce qu'on veut en faire. Si on veut remplir un use pass et un Europass, eh ben, on va faire tel scénario d'usage. Pour l'éducation, on a encore un autre scénario d'usage. Là, je vous en donne un exemple. Je ne vais pas le décrire, mais on va fournir au professeur une fiche dans laquelle il y a les conditions matérielles pour permettre le jeu et une sorte d'exercice sur lequel se baser et pour faire sa session. Donc là, sans aller dans les détails, mais la fiche éducation commence par une annonce Microsoft, une annonce d'emploi tout simplement. On la lit avec les jeunes et puis on essaye de la décrypter. Donc là, c'est une annonce avec des critères particuliers qui demandent justement un excellent sens, alors je n'arrive plus à relire, de l'organisation, une capacité à travailler en équipe. Et donc on va décrypter cette annonce par l'intermédiaire du jeu.
pour conclure, nous, on pense vraiment que le Serious Game, c'est un support qui permet de repenser les manières de faire dans l'éducation et de réadapter nos pratiques en fonction des jeunes d'aujourd'hui qui ont changé et de toucher plus particulièrement les publics décrocheurs. D'autre part, on pense que c'est important de construire les outils avec les professionnels. C'est notre optique, c'est notre esprit. Et enfin, ce qui est aussi important, c'est de former les professionnels. Donc, le jeu, il va sortir l'année prochaine. À partir de là, commencera toute une phase de formation prise en main au jeu des professionnels. Je vous remercie de votre attention. Merci. Si vous voulez...